Je vous en prie de vous lever. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Fédération des femmes pour la paix universelle, Madame la Présidente des ONG sur le statut des femmes, ONG, ONU, pardon, Genève, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Lorsque j'ai été appelé pour intervenir, en tenant compte du thème à l'ordre du jour, je me suis proposé à mettre en veilleuse le thème que voici. Transcender les barrières idéologiques, politiques et religieuses, une exigence, pour une réelle culture de paix dans le monde. Mesdames, Messieurs, le monde n'a jamais été aussi complexe en cette fin du XXIe siècle en raison des multiples conflits, des questions frontalières, des révolutions qui surgissent spontanément, des défis qui causent de nombreuses guerres, quelquefois par procuration, si ce n'est des systèmes politiques entiers qui vacillent, menaçant ainsi de faire basculer l'ordre mondial. Quoi de plus légitime que de parler de droits humains? Quoi de plus naturel que de réfléchir sur le grand tournant géopolitique qui nous fait traverser ce XXIe siècle et suscite peur, incertitude sur le devenir de notre humanité. Et pour cause, le déplacement en cours du centre de la puissance vers l'Asie orientale, notamment avec la Chine, l'Inde, dans un monde devenu multipolaire, donc plus complexe, alors que la domination 5 siècles durant de l'Occident n'appartient plus qu'au passé. À cette confusion s'ajoutent des questions d'ordre démographique, des conflits récurrents ayant pour conséquence des mutations enrobées par des discours et actions qui précipitent la société internationale vers le no man's land, c'est-à-dire une certaine zone grise sans loi, terreau des stratégies viriles qui se confondent entre ordre et vengeance. Une nouvelle ère des dirigeants des nations qui se disent puissants et qui font le pari d'une stratégie de l'intimidation plutôt que de privilégier la concertation, le dialogue. À la lisière d'un tel panorama, la Fédération pour la paix universelle, dont les principes moteurs participent de la mise en exergue du dialogue et de la concertation, de l'interdépendance, s'interroge sur la définition des menaces et défis globaux qui se dressent face au peuple du monde afin d'explorer de nouvelles pistes de paix. Car les repères de l'ordre mondial sont totalement bousculés. La frontière entre le national et l'international est totalement brouillée, nous avertit d'emblée Pascal Boniface, que vous connaissez bien, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS. Le thème transcender les barrières idéologiques, politiques et religieuses, une exigence pour une réelle culture de paix dans le monde, cristallise les fractures contemporaines et montre comment l'espace monde, loin d'être neutre, est devenu l'ultime terrain où se jouent les guerres de positionnement, un théâtre où se joue une confrontation permanente entre des visions concurrentes
de l'histoire, de l'identité nationale et des valeurs que les différents pays choisissent d'incarner. Malheureusement, l'instinct dominateur est devenu le marqueur principal qui, couplé à un protectionnisme affirmé, devient l'instrument d'exclusion et source de conflit. La réflexion sur une civilisation mondiale en mutation ne peut qu'interpeller la Fédération pour la paix universelle, dont l'humanisme est au cœur de sa vocation et promeut l'art de respecter l'autre avec ses fondements culturels, et traditionnels, l'art d'aimer et de célébrer la vie. C'est pourquoi nous avons observé cette minute de silence pour les femmes, les enfants qui en pâtissent le plus. Une bienveillance qui élève l'esprit vers un idéal qui confère la dignité humaine. C'est le sens des 5 principes dont nous avons entendu le déroulé, à savoir: l'humanité forme une seule famille créée par Dieu. La nature des êtres humains est avant tout d'ordre spirituel et moral. La famille est la première école d'amour et de paix. Vivre pour les autres, la coopération qui transcende les barrières ethniques, religieuses et nationales. Cet univers exigeant demande que chaque ambassadeur pour la paix revisite l'histoire pour mieux appréhender les réalités existentielles du moment à l'effet de mieux repenser le monde de demain. Une réalité qui nous incombe face aux idéologies les plus brutales de notre siècle, car 80 ans après la création de l'ONU, 77 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, le monde vit toujours dans une sorte de nébuleuse qui affiche plus d'une cinquantaine de conflits armés, dont 2 grandes et majeures. Il s'agit là des plaies qui rendent impossible la paix. Ces guerres de civilisation s'apparentent à un siècle de chute et appellent à la mise en place de nouveaux paradigmes de paix qui, à leur tour, devraient structurer l'ordre mondial et les relations internationales. Les États, les organisations internationales, les entreprises multinationales, les ONG étant les principaux acteurs et sujets du droit international public. Sans noblesse dans ce combat face aux défis de paix, il est difficile d'obtenir des relations notoires et d'entrer dans la civilisation mondiale où la culture de paix demeure une quête perpétuelle. Il est à noter avec admiration la richesse profuse de l'héritage de la Fédération pour la paix universelle qui se lie à travers, sinon depuis l'année 2005, à travers l'attachement de ses membres aux cultures, aux traditions, aux croyances des peuples du monde et qui sont des leviers essentiels pour mener stratégiquement le combat d'éveil des consciences collectives pour la paix, l'équité, le dialogue. Ici, je vous renvoie à un ouvrage très important dont je vous recommande la lecture. Il est intitulé Textes sacrés du monde, une anthologie comparative. Il est là, je pense, qui a dirigé ces travaux et merci pour cette importante œuvre. Des relents qui façonnent notre histoire contemporaine et qui peuvent devenir le miroir de nos actions, nos activités à travers notre monde. Nous ne devons pas nous inféoder à des impostures ruineuses, des idéologies qui brisent l'armature de notre société, ni donner des signes de frilosité face à la désagrégation de nos sociétés. L'évidence des faits dans ce monde, en constant bouleversement, demande une nouvelle vision du monde pour la Fédération pour la paix universelle qui devrait certainement reviser son socle des principes organisationnels, les adaptant à une aventure collective empreinte d'une incroyable fécondité.
Je remercie l'attention particulière du président Marion qui, de ce fait, m'écoute avec une attention prononcée. Merci. Affronter l'avenir avec une confiance renouvelée face aux dérives autoritaires, au-delà des relents impérialistes qui caractérisent certaines nations et les divergences sur les notions comme État-nation, État-civilisation, qui attisent le poids des barrières idéologiques et les replis identitaires, la réponse à apporter à la résolution des défis globaux qui s'imposent à la société internationale peut être source de paix. Pour la Fédération universelle de paix, c'est l'une des grandes leçons de l'histoire d'une humanité dans laquelle la frontière entre le national et l'international est brouillée, parfois même effacée. Les répercussions sur la sécurité humaine sont lourdes de conséquences, tant à l'intérieur des États qu'à l'extérieur de ceux-ci. Pour garantir donc la paix et la sécurité internationale, la sécurité humaine, il est loisible de noter que le monde dans lequel nous vivons n'est ni unipolaire ni multipolaire, il est simplement globalisé et donc aucune puissance ne peut y imposer sa volonté aux autres ni résoudre seul les grands défis internationaux auxquels nous sommes opposés. Le reconnaître est déjà faire un pas en avant vers la paix. Longtemps, la mondialisation ou globalisation était considérée comme gage d'un monde meilleur où chacun bénéficierait des opportunités, réduisant ainsi les inégalités sources de conflits. Le droit aurait-il failli pour garantir à une société internationale globalisée des conventions qui encadrent les relations inter-États ou intra-étatiques? L'opposabilité de la coutume internationale, ici référenciée, les actes ou faits juridiques semblables aux États, la pratique mentionnée à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice aurait pu profiter à instaurer plus de conditions de paix et de dialogue, encadrant ainsi la réalisation des défis globaux, notamment la sécurité internationale. Là, on parle de paix et de guerre. Le défi climatique, le déséquilibre économique international, la démographie et les migrations, la prolifération des armes et la course aux armements et la course à l'arme nucléaire. Ici, je puis me permettre de m'arrêter momentanément pour vous dire que lorsqu'on voit les budgets consacrés à la guerre, on se pose bien la question de savoir si notre monde va connaître encore la paix. Je vous rappelle, en termes de statistiques, les États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars pour la défense. La Chine, c'est 300 milliards de dollars pour la défense. En fait, pour préparer la guerre. L'Allemagne est à 116 milliards. La France vient avec 56 milliards, alors que la Russie est à 146 milliards. Faites le total et vous pourrez vous rendre compte de ce que représente le mot paix, si ce n'est une illusion face à ces dérives que je nommerai autoritaires. En tant qu'organisation de promotion de la paix, la FPU, les confessions religieuses se doivent donc de mener de réflexions relatives à la résolution des problèmes liés à ces défis globaux, sans quoi le monde ne connaîtra vraiment pas de paix. Les appétits des uns et des autres demeurent et se cristallisent en stratégie de domination ou d'intimidation, fissurant ainsi le monde en différents blocs. Vous suivez l'actualité et vous savez de quoi je parle. Averser dans ce jeu de rôle qui ne débouchera jamais sur
l'amorce d'une solution de paix, le monde continuera à se faire peur, comme aujourd'hui. Ouvrez juste la télévision et vous êtes choqués. Il y en a même qui ne suivent plus les informations à cause de tout cela. Tant que nombre de pays verront leur pouvoir s'éroder dans ce monde, ainsi que leur influence, la paix sera toujours menacée. Toutefois, face au délitement de la paix à travers le monde, l'ONU, malgré tout, a l'audacieuse mission de maintenir cette paix et la sécurité internationale, de promouvoir le respect des droits humains et favoriser le développement économique et social en tant qu'acteur incontournable de la scène internationale. La FPU, notre FPU, a une lourde mission, une responsabilité importante en matière de paix, de sécurité humaine, au regard du statut consultatif général dont elle bénéficie auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Notre cher président Jacques venait d'en faire état. En faisant de l'éducation aux valeurs morales et familiales son cheval de bataille, en mettant en exergue les fondements culturels et traditionnels des nations, il y a nécessité aujourd'hui de sceller un réel partenariat avec l'UNESCO pour mieux affiner les réflexions sur une réelle culture de paix entre les peuples du monde. Face à ce tableau, mi-figue, mi-raisin, sombre s'il faut le dire, que conclure? Nous sommes stupéfaits de l'évolution du monde actuel. C'est un cas de fait. En raison de la récurrence des menaces de la paix. Les réflexions sur l'analyse géopolitique et relative nous donnent de s'ouvrir plutôt à une époque où l'espoir est permis. On ne peut pas baisser les bras. Mais les oppositions entre fractions ou blocs d'influence éclairés par des prises de position de ceux qui croient détenir le monopole de puissance fracture encore l'environnement international en conflit d'intérêts entre les nations. Une dérive rédhibitoire qui précipite malencontreusement la société internationale dans le chaos. Nous voulons d'un monde où l'interdépendance, le co-développement, la vision verticale et horizontale du sens de la vie sur Terre serait source d'équilibre planétaire. Ce que le malheur n'a pas abattu, il aura construit, disait Paul Claudel. C'est à travers les difficultés que se forge l'identité réelle de l'homme. Le monde est en difficulté, on n'a pas le droit de désespérer. Pour délivrer le monde, les ambassadeurs de paix, les hommes de bonne volonté se doivent de répandre dans celui-ci des lumières qui détruisent l'enfer des humains. Ils doivent être la source de cette lumière, ce pont entre diverses civilisations qui peuplent la terre. Leur sobriété, leur amour pour la paix, je parle des ambassadeurs de la paix, doivent intégrer la conception éthique de la vie humaine, des valeurs fondamentales qui protègent la dignité humaine. Être des hommes dont l'ambition, les vies convergent vers le service du bien commun. Et les fondamentaux pour y parvenir, c'est le dialogue intellectuel, le dialogue qui s'affirme dans l'esthétique, le dialogue qui est à un niveau spirituel entre les civilisations qui se respectent et qui s'enrichissent de valeurs des uns des autres. Nous sommes deux pays différents et ça fait la richesse et la beauté de la vie. Les ambassadeurs de paix doivent se résoudre à l'idée supérieure que la culture, la créativité peuvent réparer ce que l'histoire a brisé. Je me répète, les ambassadeurs de paix doivent se résoudre à l'idée supérieure que la culture, la créativité peuvent réparer ce que l'histoire a brisé.
une lourde mission. Demeurons des artisans de la création et de l'espérance en s'inscrivant dans le sillage d'une entreprise humaine de paix dont la ligne directrice est la lutte pour la liberté du citoyen du monde. Ainsi dit, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur Senda. Vraiment très enrichissant, très, très enrichissant. Donc, c'est le moment, en fait, où chacun de vous peut poser des questions ou si vous voulez poser des questions à Monsieur Senda ou à Monsieur Marion, juste peut-être pour quelques minutes parce que le temps passe aussi et donc nous avons un programme, disons, jusqu'à 5 heures. Donc, si vous avez quelques questions ou quelqu'un voudrait répondre à Monsieur Senda ou à Monsieur Marion. Oui, alors il y a un micro qui va. Merci beaucoup pour ces très beaux exposés, mais mon souci, c'est le souci des citoyens lambda de tous les pays, des gens simples, des gens qui sont conscients des atrocités qui sont commises ailleurs dans le monde et contre lesquelles ils ne peuvent strictement rien faire parce que entre nous, les citoyens lambda, et les drames, il y a l'obstacle absolument insurmontable, celui des États. Peut-être que je vais laisser aussi à Monsieur Marion de répondre. Voilà. Et ma question est, Oui, que pouvez-vous dire sur cet aspect insupportable de la question? d'accord. Ou Monsieur Senda. Je n'ai pas, euh, je ne suivais pas, j'ai pas vu celui qui posait la question ici. Ah, d'accord. OK. Les citoyens lambda face à la dérive autoritaire qui fait que le monde devienne comme une planète en difficulté. Euh, je voulais simplement vous rappeler une chose, c'est que euh, le monde, il est en même temps divin, il est en même temps humain. Pour nous qui croyons, nous savons qu'il y a deux réalités. Donc, ce monde est divino-humain. Ce qui revient à dire que là où vous ne pouvez pas vous exprimer, c'est-à-dire que là où le politique prend le dessus sur tout, pour conduire ce monde, même lorsqu'on se dirige vers la dérive autoritaire, nous pouvons par une autre manière demander et intercéder. Je vois l'attention qui s'affiche sur les visages des femmes qui savent, qui connaissent le secret dans ces conditions-là. C'est la prière. Et c'est pour ça que j'ai parlé de deux dimensions, la dimension humaine et la dimension divine. On peut prier à la place. Et si vous croyez en vous, vous croyez en la prière, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, je pense que Dieu fera. Merci. Merci.